je mets une expression qui m'est arrivée qu'à la fin, et donc elle apparaît à la fin, je la remets au début, parce qu'en fait pour moi elle dit tout ce que j'ai fait dans ce travail-là. C'est pas penser les mathématiques, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de travaux, d'ailleurs je serais bien incapable de le faire, je ne suis pas philosophe des mathématiques, donc je ne dois pas penser les mathématiques en tant que telles. C'est pas penser avec les mathématiques, j'expliquerai pourquoi. On a une manière d'utiliser, d'appliquer les mathématiques, notamment des mathématiques souvent calculatoires, probabilistes, statistiques, hein, dans les champs que je regarde, mais c'est penser avec mathématiques. Et ça, je vais essayer de le caractériser avec des thèmes qui sont très proches, je pense, de Mamufy, un frottement avec une pensée, et de voir comment ça peut créer des champs de conceptualisation au sein même de ma discipline, ou de mes disciplines étendues. Alors, j'en viens maintenant, désolé André, je n'ai pas pu le faire dès le début, puisque je voulais rentrer dans une histoire. Bien évidemment, ce travail-là est un travail, je l'ai dit, mais je ne l'ai pas suffisamment dit, collaboratif. Et là, je vais d'ailleurs en parler plusieurs fois. Je tiens à remercier, bien sûr les membres de séminaire Mamufy, hein, mais André Ressman, qui a témoigné une générosité, d'une bienveillance que j'ai rarement vue dans ma carrière de jeune, de chercheur, vraiment remarquable. Et je pense même que c'est une condition même épistémologique, hein, du travail. Je vais le préciser en quel sens. Donc en fait, ça croise deux agendas. On a vu le mien, mon histoire, qui est une tentative, hein, MB, Mathias Deschamps, théorisation des processus de conception et d'innovation collective. Et puis celui d'André Ressman, rencontré à Mamufy, hein, c'est le lieu, et un lieu très particulier, enfin, pour moi, qui est vraiment une découverte assez incroyable. Hein. Et qui, André, donc, travaille depuis des années, hein, bon, non seulement en mathématiques, hein, bien sûr, tout le monde beaucoup de gens la connaissent ici, mais aussi une manière d'aller aborder du coup les systèmes vivants avec mathématiques et la connexion créative, la créativité. Donc, elle a notamment développé un modèle, une approche de la cognition créative qui s'appelle MINCE. Donc ce travail est un travail en cours, hein. Donc c'est pour ça qu'il y a des choses que je vais vous dire qu'il va falloir que j'approfondisse. Je vous demande à nouveau la bienveillance, mais je sais qu'à Mamufy, elle existe normalement, même si j'attends déjà des réactions droite et gauche. Alors on a un article justement qui va être présenté dans une conférence à Vancouver en design, qui essaie de présenter cette approche-là. Et puis on a un financement pour une recherche exploratoire par le CNES, donc le Centre national d'études spatiales, l'Agence spatiale française, dans le cadre d'un programme de recherche, pour comprendre justement comment travailler dans des équipes hétérogènes avec des scientifiques spatiaux ou des scientifiques terrestres, hein, sur la Terre, des ingénieurs techniciens, des gens programmatiques qui font le projet, comment ça s'articule et comment on peut essayer de caractériser ce type de phénomène. Donc ça fait à peu près 1 an et demi, régulière, puisqu'en fait, maintenant, tous les dimanches quasiment, enfin pas la dimanche entière, mais me sont consacrés, ou le samedi, à une réunion de travail avec André et Ressman. Par téléphone. Par téléphone. On est moderne. On n'a pas encore fait par Skype, par téléphone. Donc on voit que l'origine du questionnement, ça part d'une question initiale, confrontée à une expérience fondatrice que je vous ai présentée dès le début, et puis qui a conduit, et ça je l'ai peut-être un peu moins dit, à une réflexion vraiment, du moins théorique, hein, quand même, hein, inscrite dans 2 champs disciplinaires, et ça c'est important, c'est qu'elle s'est constituée dans des champs disciplinaires, qui sont justement les théories de l'action organisée, hein, qui sont une partie des sciences de gestion, et les théories de la conception, notamment influencées par les travaux d'Armand Hatchell, hein, à l'école des livres. Alors à l'époque, si je prends une terminologie mamuffique, précisément parce que moi j'avais à penser quel était le monde symbolique de l'artiste, ce que j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup travaillé à l'ombre de la philosophie de Nelson Goodman, transmise grâce à Georges Amar ici présent, qui nous l'a fait connaître, et à la lumière de son calcul des individus, puisque précisément il essaie de penser la manière dont, quelque part, nous sommes tous des faiseurs de monde, et comment ces mondes peuvent exister, coexister ou être en conflit. Donc je ne vais pas là le détailler là, mais l'objet de ma thèse était de penser ce type de problématique dans ce cadre-là, principalement. Alors, la question maintenant, c'est pourquoi, c'est la deuxième question, pourquoi recourir aux mathématiques? Et là, je veux quand même m'expliquer parce que, bon, premièrement, un constat, dans les champs disciplinaires, là je parle bien des champs disciplinaires depuis lesquels je parle, hein, considérer le recours à des mathématiques et pas isolé. En fin de compte, on en trouve en finance, j'allais dire malheureusement en finance, en recherche opérationnelle, hein, d'ailleurs Gaston Branger en parle beaucoup dans son livre, hein, sur les formes d'objets opérations, et en théorie de la décision.
Donc ils sont présents, hein, on fait beaucoup de décisions dans l'incertain, il y a beaucoup de choses comme ça. Une nuance importante, c'est qu'il y a un certain type de mathématiques, hein, et c'est plutôt un usage qui est calculatoire, pour optimiser, pour prédire. Un usage beaucoup plus marginal lorsqu'il s'agit de penser vraiment et de décrire des activités de conception et d'innovation. Alors ce travail précisément, il se situe là-dedans. Il y en a d'autres hein, qui essaient de faire ça. Il se situe dans cette orientation d'aller se frotter avec la pensée d'un mathématicien. Quel rôle leur donner? Qu'attendre dans ces cas-là? Si on y a cette orientation-là, qu'est-ce qu'on peut en attendre? Eh ben, j'avoue que c'est la question qui m'a taraudé tout le temps. Et je pense, j'ai une explication pour ça, hein, c'est parce que c'est la question de l'ombre philosophique. Et j'en parlerai, c'est que moi n'étant pas philosophe, j'avais des ombrages philosophiques que je vais qualifier, mais pas une vraie philosophie, justement, qui permettait d'articuler ça. Et donc du coup, c'est la question que je vais poser d'ailleurs aux philosophes, je pense, du moins essayer de m'aiguiller, ça a été très très dur. Clarifier ça. D'ailleurs, je n'ai pas de réponse stabilisée, mais j'ai des éléments de réflexion donc voilà, à partager. Alors, ce qu'il ne s'agit pas de faire, hein, surtout, on n'en attend pas quoi. J'attends pas, je ne vais pas faire moi des mathématiques, je ne suis pas mathématicien, j'en fais pas. Je ne suis pas capable d'ailleurs d'en faire. Il ne s'agit pas non plus de construire un modèle, et ça c'est important. On ne va pas construire un modèle de ce que je suis en train de faire. Ou de le rendre même calculable, les phénomènes étudiés. Et quand je dis étudier, ça serait déjà théorisé et pensé dans les champs disciplinaires initiaux. On aurait déjà constitué des objets, et après, derrière, on aurait une action mathématique pour pouvoir les optimiser. Typiquement, c'est la logique du stock. Hein. Le stock est constitué comme objet de gestion, et après, on met toute la thématique de la recherche opérationnelle pour pouvoir l'optimiser. Non, nous, on va être en amont de ça. C'est d'essayer de penser avec mathématiques, c'est mon terme, qui est une formule, j'avoue, qui, chez moi, m'évoque beaucoup de choses maintenant. Je parlerai de cette logique d'évocation, hein, de l'importance de ça dans ce type de travail. Et l'hypothèse, et qui en fait, à mon avis, n'est pas vraiment une hypothèse, était plutôt une intuition de ce travail, c'était de s'adresser déjà à une mathématique particulière, dont les résonances, un terme magnifique, hein. Ce qui est amusant, c'est que moi je mets 2 N, parce que j'ai pensé raisonnement, tu en mets 1, pense quoi? Parce que tu penses résonance musique. Et donc, ça m'a fait. J'aime beaucoup ce terme-là. Avec les sujets traités, donc ça a plutôt été intuité plutôt que raisonné. Par contre, ce que j'avais en tête, quand même, je pense vraiment, penser avec mathématiques, c'est-à-dire, c'est précisément venir en amont et étendre le champ de conceptualisation et d'émergence de ces objets-là, au sein de la discipline, hein, aller travailler un champ de conceptualisation. Donc repenser la manière de conceptualiser les objets en relation entre eux, tels qu'ils étaient perçus dans les champs de théoriques initiaux. Et alors c'est là que je reviens sur ma relation avec André, parce que ça suppose des conditions de travail très particulières. Et ça, je pense qu'à Mamufy, je sais que j'ai lu des textes où c'est déjà beaucoup mieux dit que ce que je dis là, hein. Ça suppose d'accepter des moments d'incompréhension, sinon ça suppose d'accepter des malentendus. Mais un certain type, comme tu disais François, je pense que toi dans un article, il faut qu'il soit productif, c'est pas juste on comprend rien et on n'avance pas. Mais si on n'accepte pas ça, alors on ne peut pas avancer. C'est-à-dire qu'il y a et alors ça renvoie à des conditions éthiques de ce qu'Anne-François Schmid, ça m'a aidé aussi à le penser ça, appelle une épistémologie générique, c'est-à-dire une épistémologie qui crée des nouveaux objets, qui a rapport aussi à l'inconnu, qui articule les savoirs et les non-savoirs. Ça veut dire que la mathématique elle-même n'est pas close. Et d'ailleurs, André dit toujours, c'est pas un modèle aussi parce que c'est pas fini. C'est-à-dire que ça avance. C'est une manière d'appréhender les phénomènes, c'est une manière de les penser, les décrire, mais elle n'est pas close cette formule-là. Donc elle avance. Et d'ailleurs, on a souvent, des fois on se disait, on a avancé. Et c'est bien significatif d'un rapport à la mathématique qui n'est pas du tout le même que d'autres. C'est très spécifique. Référence pour Schmitt, là, c'est dans quoi que je ne connais pas? Là, elle a écrit un livre qui s'appelle l'épistémologie générique, je crois. Oui, il me semble bien. Elle est venue à un séminaire Mamufy dans l'Assemblée quand Jean-Yves Béziot avait parlé des hexagonologies, des œufs blanchis. Alors aussi, une fois qu'on a dit ça, c'est quelle mathématique prendre? Parce qu'on ne peut pas faire ça avec n'importe quelle mathématique. Il faut une mathématique qui pense la mathématique. Parce qu'il faut pouvoir aller l'attraper là où elle se crée, où elle se formalise, où elle apparaît elle-même quelque part, où elle se décrit comme ça. Et justement, la théorie des catégories, et c'est là que c'était une intuition, avant même que je rencontre André, j'avais toujours été un peu intéressé, touché par la formulation même. Donc je ne vais pas la parler là, d'ailleurs je serais capable de faire une histoire de la théorie des catégories, mais elle a été beaucoup travaillée à Mamufy. Je rappelle juste qu'elle a été introduite en 1945 par MacLean et Lemberg, et que justement c'est une mathématique qui pense la relation relationnelle, et qui est à la frontière précisément entre mathématiques, logique et métamathématiques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle va justement essayer de refléter les principales opérations du working mathematician, et nous on verra qu'on essaiera d'analyser les working designers. Alors elle a eu plein d'applications, nombreuses, en informatique, au fondement de la physique, plus rares en biologie, Crozen, et puis en sciences sociales un peu aussi,
J'avoue qu'on en découvre quelques-unes de temps en temps, on en a découvert en économie récemment. C'est plus marginal. Et puis bon, mon travail, moi, s'inscrit justement dans plutôt ce qu'on appellera des applications sciences sociales. Alors pour le faire, l'approche retenue, et c'était dans mon résumé, donc pas très peut-être explicite, sexy comme je disais, c'est de travailler dans le cadre justement catégorique, développé, l'approche catégorique développée par André Ehresmann et Jean-Paul Van Bremersch, qui s'appelle les MES, pour Memory Evolutive System, mais j'appellerai ça MES tout le temps, et qui précisément va m'intéresser parce qu'elle permet d'intégrer beaucoup de choses dans les dynamiques, dans le temps, les transformations, pour analyser des systèmes où on va considérer leur mémoire, et évolutif à mémoire. Alors, c'est là que j'en arrive maintenant à mon dernier point d'introduction. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça signifie de faire ça? Et c'est pas anodin. C'est-à-dire que, de la même manière que je pense que penser les rapports entre mathématiques, musique et philosophie, c'est pas anodin, convoquer les mathématiques pour théoriser ce que c'est que le travail de conception et d'innovation, ça va pas de soi. Ça n'a pas toujours été le cas. Et les artistes n'ont pas toujours besoin de le faire. En fait, il s'agit d'un geste qui indique, à mon avis, quelque chose d'assez fort, sur le rapport à la création à une époque donnée. Et c'est en ça que je parle de moment macréfique, en référence à un moment mammuthique. Et j'en ai déjà trouvé un petit peu. Le moment du design aujourd'hui, parce que le design aujourd'hui, quelque part, il est devenu une profession, il doit rendre compte de ce qu'il est. Il est institué, il ne peut plus simplement dire nous sommes des créateurs, la légitimité de ce qu'on fait vient du fait qu'on est des créateurs et il doit expliciter, il doit former, les entreprises qui mobilisent le design, elles veulent savoir pourquoi ça marche. Et donc ça renvoie à la question de la légitimité. J'ai beaucoup de discussions avec Romain Lefer, qui est présent ici, qui a énormément travaillé à cette question-là. On est à une époque où on doit rendre compte et justifier ce que c'est que cette action-là et la décrire d'une certaine manière. Alors, il y a beaucoup d'efforts distribués et qui précisément mobilisent les mathématiques. Je parlais de l'école des mines, dans laquelle je travaille, en partie, mobilisent mathématiques, philosophie et conception. Mais on peut en voir un autre très intéressant qui m'est venu tout de suite à... J'ai beaucoup travaillé, non. Mais c'est un moment qui m'a intéressé parce que précisément les jardins se constituent aussi à cette époque-là. Il y a un renouveau des jardins au même moment. Le moment vitruvien, au moment de l'Empire romain, est justement l'apparition d'une théorie du travail architectural qui s'arrache précisément à la technique, seule, qui essaye d'en produire un langage plus général, à la lumière de quoi? D'une mathématique particulière, qui est la géométrie euclidienne. Et d'ailleurs, à la Renaissance, tous les traités, notamment de jardin d'architecture, commencent par des géométries. C'est comme ça qu'on abordera ce que c'est que la conception. Et à l'ombre d'une philosophie platonicienne qui pense précisément l'articulation du monde sensible, ou du moins pratique, et de la géométrie. Et on a tous en tête l'homme de Vitruve. Donc ça, donc sans qu'il l'ait théorisé comme un moment macréfique en tant que tel, Pierre Gros parle bien de cette articulation entre mathématiques, philosophie et architecture. L'architecture, à l'époque, étant vraiment une pensée de l'invention de la conception. Pierre Damien Huyck, que je ne connais pas particulièrement, mais qui, à la Sorbonne, et je connais par Olivier Hirt, qui est présent ici, de l'ENSI, c'est quelque chose qui travaille, je crois, beaucoup en ce moment, dans son dernier livre. La référence de Pierre Gros du livre Il y en a beaucoup aussi, il y a plusieurs. Mais là sur internet, pareil, tu cliques Pierre Gros, tu mets Vitruve, géométrie euclidienne, ça sort tout de suite. Moi j'ai un livre sur l'histoire de l'architecture où il en parle. Il a beaucoup travaillé là-dessus, cette articulation-là.